On va écouter tout de suite un premier extrait qui dure une quinzaine de minutes et on se retrouve en studio juste après. Alors, on se retrouve, Florence Gauthier et Louis Sézy, pour notre deuxième émission sur donc la place du peuple, du mouvement populaire dans la Révolution française. On en était resté donc la dernière fois aux États généraux et finalement à une assemblée constituante qui s'est révélée dès 1789, 10 septembre 1789, anticonstitutionnel et antisocial. Alors pourquoi anticonstitutionnel et antisocial, Florence Gauthier? Oui, voilà, c'est une expression que Robespierre a utilisée pour s'exprimer en avril 1791, c'est-à-dire 2 ans après les débuts de la Révolution, et faisait un bilan de la politique de l'Assemblée constituante. L'Assemblée constituante avait donc commencé dès après la Grande Peur, on s'en souvient, et les résultats immédiats de cette Grande Peur de juillet 1789 avec la première révolution de 1789, a été gagnée par la peur. La majorité de l'Assemblée constituante a été gagnée par la peur du peuple, la peur d'une révolution sociale et démocratique. Et on a pu croire pendant le mois d'août 1789 que la situation pouvait trouver un compromis entre les forces en présence. Mais finalement non. Dès le mois de septembre 1789, l'Assemblée constituante a réussi, disons, plutôt c'est comme cela qu'il faut le dire, a réussi à imposer à la majorité des députés une politique qui est donc anticonstitutionnelle et antisociale. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle a établi, ce qui n'était pas prévu au départ, une monarchie constitutionnelle et une aristocratie de la richesse. Mais ceci s'est accompagné, on en a parlé la dernière fois, donc je ne reviens pas dessus, mais ceci s'est accompagné d'une politique économique et sociale parfaitement antipopulaire. Et Robespierre, en faisant le point en avril 1791, dans son grand discours qu'on appelle le discours du Mar d'Argent, analyse toute cette politique comme anticonstitutionnelle et antisociale. Alors c'est un point très intéressant qu'il faut bien comprendre. J'en ai déjà un petit peu parlé la dernière fois lorsque j'ai parlé de la division du côté gauche et du côté droit de l'Assemblée à cause de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Le côté gauche voulant protéger et réaliser les principes de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, des droits naturels de l'homme et du citoyen, et le côté droit cherchant à se débarrasser de ce texte qui est pour ce côté de plus en plus insupportable. Voilà, alors ça c'est la problématique de fond de toute la période révolutionnaire, il ne faut pas l'oublier, je reviendrai dessus souvent, c'est pour ça que je reprends. Alors anticonstitutionnel, cela signifie qu'il y a une distorsion entre le travail de l'Assemblée constituante par rapport au principe de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens et que ces contradictions sont de plus en plus flagrantes. Alors ces contradictions, elles c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? À partir du moment où on a, dans la Déclaration des droits, déclaré le principe de la souveraineté populaire ou nationale, c'est pareil à l'époque, il est difficile de la violer. Il y a un principe de la Constitution qui va être de plus en plus violé. Et ça, c'est une première chose. Mais la politique économique va venir à l'appui de la chose. Le mouvement paysan réclamait donc une réforme agraire. Il voulait la suppression de la seigneurie, c'est-à-dire un partage des terres, et qui était en faveur du mouvement paysan, bien sûr, qui était affamé de terre, qui avait besoin de terre pour vivre. Et l'Assemblée constituante, jusqu'en 1791, jusqu'à la fin de sa session, en septembre 1791, n'a absolument rien fait en faveur du mouvement paysan. Ce qui fait que le mouvement paysan, voyant qu'on ne lui répond pas, sauf par la loi martiale, dont on a déjà parlé la dernière fois, a continué les jacqueries. Et les jacqueries, c'était aussi un moyen non seulement de s'exprimer, de continuer de s'exprimer et de réclamer toujours le même programme développé en juillet 1789, mais aussi
de se protéger contre la loi martiale. Là où la paysannerie a réussi à s'organiser en jacquerie, la loi martiale n'a pas pu être appliquée. Donc il est absolument indispensable de comprendre cela. Vous avez une offensive militaire contre le mouvement populaire, il se défend, et les jacqueries se multiplient. Les jacqueries ne se font pas toutes au même moment. Elles se font, il y en a à peu près dans un rythme qui va donner son rythme à la Révolution française. Il y aura six grandes jacqueries depuis juillet 1789 jusqu'à la dernière qui date de l'automne 1792. Alors on peut peut-être rappeler les jacqueries, comment ça, en quoi ça consiste, tout à fait. Comment ça se déroule. Les jacqueries, alors on l'a vu avec celle de juillet 1789, le mouvement paysan réclame 3 choses. Il réclame premièrement, après avoir pris le pouvoir local, hein, c'est quand même important, c'est-à-dire développer des formes de démocratie communale là où il est fort, bien sûr. Là où il ne l'est pas, il ne le fait pas. Mais là où il est fort, il le fait. Mais il réclame quoi? La suppression de la féodalité, c'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que la féodalité? C'est un contrat qui a été passé au Moyen-Âge entre la seigneurie et la paysannerie avec un dispositif, un faisceau de droits partagés entre les seigneurs et les paysans de la communauté villageoise. Et plusieurs communautés villageoises qui sont dans la seigneurie. Hein? Bien. Bon, les paysans ont donc des droits sur la terre. Et ils réclament la suppression de la seigneurie au niveau juridico-militaire, hein, la suppression des pouvoirs du seigneur à ce niveau-là. Et deuxièmement, le partage des terres. Il ne demande pas l'expropriation totale de la seigneurie. Il a compris qu'il fallait faire un compromis pour arriver à une situation pacifique, de paix. Il a fait cette proposition pacifique, un véritable contrat social, dès juillet 89, et il va le répéter sans arrêt dans toute la période de la Révolution française jusqu'à ce qu'il obtienne satisfaction. Bien, donc vous voyez qu'ici il y a un ressort formidable, une réserve de capacité d'organisation du mouvement paysan qui est très 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 fort, très puissant, mais qui est pour l'instant disons non unifié encore. Donc c'est région par région. Il y a environ 2 grandes périodes de jacquerie par an, vous vous rendez compte? Une à peu près en automne-hiver et l'autre au printemps-été. Et par exemple, la révolution du 10 août 1792 va être complètement encadrée par 2 grandes jacqueries, 2 immenses jacqueries. Une au printemps 1792, donc la paysannerie a aussi participé à la révolution qui va venir, du 10 août 92, et ensuite, de nouveau à l'automne 1792, parce qu'il ne se passe toujours rien sur le plan législatif. Et dans cette période, le mouvement paysan réclame aussi la récupération des biens communaux usurpés par les seigneurs, le rétablissement des droits d'usage et une limitation à l'exercice aux possibilités de pouvoir monopoliser l'achat de terres. Ça, c'est encore un 3e volet du mouvement paysan. Donc il y a une réforme agraire en puissance qui est extrêmement forte. Et la paysannerie ne va pas lâcher, donc. Voilà, alors ces jacqueries, comment est-ce que ça se déroule? C'est des réunions où tout le monde peut s'exprimer? Oui. C'est oral, c'est écrit? Oui, on se souvient qu'en juillet 1789, j'en avais donné quelques exemples, eh bien, les mouvements s'organisent au niveau d'une seigneurie, en général. Et les paysans s'organisent dans les communautés villageoises parce qu'on les attaque avec la loi martiale ou autre, hein, et ils décident, s'ils n'ont pas déjà fait une jacquerie en juillet 1789, ils décident d'en faire une nouvelle, enfin de continuer le mouvement. Et alors cette organisation, c'est une organisation tout à fait traditionnelle qui vient du Moyen-Âge, qui est d'organiser toutes les forces du village et de mettre en tête les forces, même le seigneur parfois, ce qui est quand même assez comique d'une certaine façon, mais aussi tout le pouvoir municipal de la commune, la fanfare, la garde nationale quand on en a une, et on se fixe un objectif et on y va. Alors, on peut rencontrer la loi martiale à ce moment-là, et donc la garde nationale, communale, locale, va se défendre et va protéger les gens.
Et puis tout ce mouvement se forme en union locale, c'est-à-dire plusieurs communautés villageoises s'unifient entre elles avec un objectif commun, qui est quoi? D'aller brûler les titres de seigneurie, précisément pour bien faire comprendre ce que l'on veut, ce qu'on demande, la suppression de la féodalité, ou aller en ville, chez les notaires, pour chercher les papiers du seigneur si on ne les trouve pas dans le château. Des choses de ce type-là. Voilà. Hein. Donc c'est quand même très organisé. Ils savent très bien ce qu'ils font. Voilà, mais vous aviez expliqué la dernière fois que c'était pas si violent que ça, ou en tout cas on s'en prenait pas physiquement aux personnes, ni aux biens, ni même aux biens, ni même au château. En juillet 1789, on s'en prend avec une violence extraordinaire à l'institution féodale, mais on ne s'en prend pas violemment aux personnes. On rentre dans le château du Seigneur, on respecte le Seigneur. On va boire un coup à sa santé, c'est-à-dire dans ses caves. On va se nourrir, certes. On va passer la nuit aussi, parce qu'il y a des gens qui viennent de loin et ils vont repartir, ils ne vont pas repartir dans la nuit, ils repartiront le lendemain. Mais il y a un respect pour la personne. Le projet de la paysannerie n'est pas un acte de violence aveugle, pas du tout. C'est extrêmement réfléchi. Hein. Ils savent très bien ce qu'ils font. C'est important, cette question. Louis? Oui, pour prolonger ce que disait Florence Gauthier en ce qui concerne la tension qui existait entre la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et la Constitution de 1791, je crois que si on voulait résumer, on pourrait dire que la première Constitution de 1791 était un modèle de machiavélisme politique. En ce sens que le préambule de la Constitution faisait lui-même référence à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen pour dire que la Constitution allait en appliquer les principes, et qu'ensuite, lorsqu'on lit le corps même de la Constitution, on voit déjà qu'il y a atteinte au principe d'égalité à partir du moment où on a un monarque de droit divin, désigné de manière héréditaire, etc., qui confisque entre ses mains le pouvoir exécutif, donc quelque chose de fort et d'important dans la vie de l'État, et que par ailleurs il y a cette fameuse distinction, si j'ose m'exprimer ainsi, cette triste distinction plutôt entre citoyen actif et citoyen passif, qui va à l'encontre même du principe d'égalité entre les hommes. La citoyenneté ne peut pas se diviser, elle ne peut pas être active ou passive, elle est en tant que telle, elle est voilà où elle n'est pas. On ne peut pas la diviser, et c'était de la sémantique que cette manière de fabriquer des citoyens actifs et citoyens passifs, qui avait d'ailleurs magistralement relevé Robespierre dans son discours sur le Mar d'Argent pour dénoncer précisément ce montage machiavélique et vraiment inquiétant. Donc on voit bien là que cette constitution ne pouvait pas être viable compte tenu du fait qu'elle tournait le dos aux principes sur lesquels la Déclaration des droits de l'homme et citoyen, sur lesquels elle était censée s'adosser. Oui, alors je reviens sur les jacqueries qui sont postérieures à juillet 1789, où le mouvement est donc tout à fait respectueux des personnes. Par contre, les jacqueries prochaines, elles ne vont plus avoir ce caractère-là, parce que la paysannerie est attaquée par la loi martiale. Alors ça, c'est une autre paire de manches, et il faut se défendre contre la loi martiale. Et les paysans vont se défendre contre la loi martiale. Et grâce aux gardes communales, ils vont avoir des soldats qui vont être armés et qui vont protéger le mouvement paysan. Vous comprenez? La situation ici a changé. Elle a changé avec l'obstination de l'Assemblée constituante à vouloir tenir à l'écart tout le mouvement populaire. Puis il y a un autre aspect, c'est la question de la politique économique, de la liberté illimitée du commerce. J'en ai dit quelques mots dans la première émission. Je vais revenir ici pour rappeler simplement qu'il y avait depuis le Moyen-Âge une protection, une réglementation du marché des subsistances, avec création par la monarchie, par les autorités locales, de marchés publics avec les prix des subsistances, qui étaient la chose principale, bien évidemment, hein,
Le prix des subsistances était publié dans les Mercuriales, donc tout le monde les connaissait, on a encore tous ces documents, on sait très bien comment ça fonctionne. Hein, voilà. Et cette réglementation protégeait, figurez-vous, c'est quand même assez hallucinant d'entendre cela de nos jours, protégeait les consommateurs. Oh, c'est pas possible. Mais si, mais si. Et refusait. Alors comment? Eh bien précisément, lorsqu'il y avait des essais de spéculation à la hausse des prix des subsistances, parce que c'est un marché qui a commencé à se dessiner tardivement, mais vers le 15e, 16e, 17e siècle, 18e siècle. Ce gros marché de gens qui sont expropriés, c'est les habitants des villes, les ouvriers qui ont des revenus très faibles et qui n'ont plus de terre à cultiver dans leur famille, des paysans pauvres qui sont de plus en plus nombreux et qui n'ont plus de terre pour travailler et qui ne peuvent même pas se nourrir avec le produit de leur propre travail. Voyez, donc ça fait un marché possible de consommateurs qui vont acheter sur les marchés leur subsistance. Hein, voilà. Alors, ce marché-là va essayer de se mettre en place. Et qu'est-ce que c'est que ce marché? Je crois qu'il faut en dire quelques mots maintenant de façon technique. De quoi s'agit-il? Eh bien, il s'agit de transformer ces marchés publics où, lorsqu'il y avait un spéculateur qui tentait de spéculer, à ce moment-là, il y avait ce qu'on appelait une émotion populaire. Cette émotion populaire, qui est une expression, notez-le, c'est intéressant, respectueuse du mouvement populaire, respectueuse. La monarchie respectait, parce qu'elle savait que elle allait, si elle ne le faisait pas, il allait y avoir des désastres, des violences extrêmes. Ça. Bon. Donc les autorités locales le font, et les monarchies aussi. Et qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils arrêtent les spéculateurs. Et au marché, on envoie la maréchaussée, etc., arrêter les spéculateurs et les obliger à revenir au prix fixé par le marché public. Vous voyez? Voilà. Alors, nous sommes très étonnés parce qu'aujourd'hui, c'est l'inverse qui se produit et nos gouvernements ne protègent plus le peuple, les consommateurs, pas seulement les consommateurs, les citoyens, etc. Et ils nous livrent aux appétits spéculatifs du marché qui, paraît-il, est le roi de l'économie, enfin, il est devenu comme cela. Et c'est à ce moment-là, dans cette période de la fin du XVIIIe siècle, que dans le domaine ouest européen, un peu partout, en Angleterre, en France, ailleurs, le nouveau marché faiseur de prix, le marché privé des subsistances, le capital commercial qui va mettre sa main puissante sur l'organisation du commerce, va déstabiliser le commerce ancien, va déréglementer cette réglementation protectrice. Vous voyez, on reconnaît certaines choses que nous avons déjà subies, et va organiser ce que Karl Polanyi, le grand économiste critique de l'économisme précisément, a appelé le marché faiseur de prix. C'est-à-dire, c'est un système qu'il faut déjà mettre en place. Alors, en quoi ça consiste? Il faut biaiser le marché public. Le marché public est contrôlé, les producteurs apportent leurs grains au marché, leur subsistance au marché, leurs produits, etc. Et les prix sont fixés, ils sont établis par les mercuriales, etc., par un accord du marché réglementé. Et ce que vont faire les capitalistes de ce marché, de ce nouveau type de commercialisation, ça va être d'aller acheter des grains, de faire des stocks en allant chez les producteurs, c'est-à-dire hors du marché public, hein, en allant chez les producteurs, en stockant et en ne fournissant les marchés que lorsqu'ils en ont envie, de façon à pouvoir spéculer à la hausse des prix. C'est cela. Le résultat, c'est ça qu'il faut comprendre pour comprendre ce qui va se passer pendant la période révolutionnaire, c'est que le peuple qui a des revenus fixes, lui, ne peut pas jouir de la hausse des prix, hein, de la spéculation à la hausse des prix. Par conséquent, il va être affamé devant des monceaux de grains. Vous voyez, c'est des gens qui sont comme dans nos sociétés, devant la société de consommation, et ils ne peuvent pas y atteindre parce qu'ils n'ont pas d'argent, ils n'ont pas les moyens de le faire. Et puis, plus grave, si ça continue, c'est la mortalité. Hein. Donc, c'est un système qui va être considéré et analysé par le mouvement populaire et par les dirigeants démocrates de l'époque, comme Robespierre, par exemple, comme une politique mortifère qui est parfaitement juste,
Enfin, c'est tout à fait vrai. C'est parfaitement vrai. Et les économistes, eux, viennent dire, mais c'est la liberté économique, c'est possible, mais enfin, cette liberté économique, elle est mortifère, elle est criminelle, elle conduit à la mort des revenus, enfin des gens qui ont les revenus les plus bas de la société, donc c'est gravissime. Et il y a la mobilisation qui va se faire pendant la période de la Révolution, qui est très important. Je conclus simplement pour dire que, sur ce point, la politique de l'Assemblée constituante, qu'on le comprenne bien, est une politique analysée par Robespierre, donc de façon extrêmement juste, anticonstitutionnelle et antisociale. On écoute un deuxième extrait qui va durer à peine une dizaine de minutes et on se retrouve tout de suite en studio. Alors Florence Gauthier, donc la situation, donc la nouvelle Assemblée législative a été élue en octobre 1791, mais la politique ne s'arrange pas et ça s'aggravera même donc avec la déclaration de la guerre, c'est au même moment à l'empereur d'Autriche. Oui, tout à fait. La situation n'a donc pas changé avec la fin de l'Assemblée constituante et l'élection de la nouvelle Assemblée au suffrage censitaire. C'est la même politique antisociale et anticonstitutionnelle qui se prolonge. Mais cette période est aggravée par la déclaration de guerre. Alors comment la chose s'est-elle passée? Ce sont les Brissotins. Brissotins, c'est un nouveau parti qui se forme dans cette période-là et qui est formé autour de Clavière, un banquier suisse qui essaye de se faire une grande fenêtre ouverte à l'occasion de la Révolution en France et qui a délégué son représentant, si je puis dire, politique, qui est en fait son salarié, Brissot, et avec ceux qu'on va appeler les Brissotins dans cette période-là, qui vont donner les futurs Girondins. Alors ce sont eux qui vont proposer de déclarer la guerre au l'empereur d'Autriche, l'empereur d'Autriche qui est le frère de Marie-Antoinette, n'oublions pas ce détail tout à fait éclairant, et qui est en même temps l'empereur du Saint-Empire romain germanique, puisqu'il existe toujours le Saint-Empire romain germanique, et qu'il a une couronne élective. Donc il cumule les deux. Et les Brissotins accusent, mais c'est un prétexte, les empereurs, enfin ce même empereur et ses États différents, d'accueillir les émigrés français et de jouer un rôle contre-révolutionnaire. En réalité, ils ont comme objectif de provoquer une guerre de façon à empêcher le développement de la crise démocratique et sociale en France, et puis surtout d'essayer de prendre le pouvoir à la faveur de cette déclaration de guerre. Or, le roi, qui est là, et qui aimerait bien retrouver ses anciens pouvoirs, c'est lui qui est dans cette situation-là, est aussi d'accord avec une déclaration de guerre, mais à condition que ce soit son projet de guerre, bien sûr. Or, il a un atout considérable, c'est lui qui est chef de l'exécutif, c'est lui qui a l'état-major dans la main, c'est lui qui nomme les généraux, c'est lui qui décide la date de la guerre, et il va le faire. Alors, les Brissotins vont se lancer dans ce projet, et le roi va les soutenir, dans un premier temps, de façon extrêmement habile, il faut bien le dire, hein. C'est très habile et il nomme un ministère brissotin juste le temps de déclarer la guerre. Et il le fait. Et puis, les Brissotins croient qu'ils sont arrivés au pouvoir, qu'ils ont pris le pouvoir, mais ils ne l'ont pas pris. Pas du tout. Ils ne sont que nommés par le pouvoir exécutif qui peut les dénommer, hein, les renvoyer quand il le veut. Et Louis XVI va le faire. Et il va les renvoyer. Quelques mois après, pour se débarrasser d'eux parce qu'ils sont devenus dangereux. Et Louis XVI va organiser et diriger la guerre. Et la guerre, ça va être une catastrophe. Elle va commencer très rapidement, au mois d'avril, mai, juin, et elle va aller à la catastrophe, puisque précisément, les généraux sont nommés par le roi et ne doivent pas se battre. Alors que se passe-t-il? Maintenant, on se déplace, et ce sont les soldats qui sont au front, qui prennent tous les coups. Parce que les ennemis austro-prussiens attaquent et les généraux français refusent de se battre.
il se défie. Hein, il se Défile. oui, pardon, il se défile. Il se défile complètement. Alors, ce sont les soldats qui sont battus, écrasés à plate couture. Et ce sont eux qui informent l'arrière de la situation. Parce que personne ne le sait, bien sûr. Bien. Vous pensez bien que le gouvernement ne va pas le dire. Alors, nous sommes dans une situation tragique, tellement tragique, que l'Assemblée législative va être obligée de déclarer la patrie en danger. Elle déclare la patrie en danger au début du mois de juillet. Vous voyez, les choses vont très très vite. La guerre a commencé, c'est une catastrophe. L'état la menace contre le salut public est vraiment réelle. L'Assemblée législative est obligée devant l'opinion publique de faire quelque chose. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle déclare la patrie en danger, mais elle ne fait rien. Elle laisse le roi en place. Alors que tout le monde sait maintenant que c'est le roi qui dirige la guerre et qui l'a fait rater, de façon à ce que les armées austro-prussiennes rentrent en France et puis viennent réprimer la révolution. C'est ça le projet. Alors c'est quand même pas merveilleux, et c'est évidemment dans ce contexte que une nouvelle révolution est devenue nécessaire. Alors cette nouvelle révolution, elle va s'organiser dans ce contexte très, très compliqué et très difficile, bien sûr, et elle va se concrétiser par une mobilisation populaire très très forte, mais qui n'est pas seulement parisienne. Il y a les soldats au front, il y a Paris qui est en pleine perturbation, et il y a l'appel des volontaires fait par l'Assemblée législative pour colmater les frontières. Alors on fait un appel de soldats volontaires et on leur donne rendez-vous le 14 juillet à Paris, hein, pour protéger Paris, pour protéger ensuite les frontières. Alors bon, les choses se font ainsi, et Robespierre, qui lui est minoritaire dans la Société des Amis de la Constitution, dit Club des Jacobins, qui est minoritaire, mais qui va diriger finalement politiquement cette révolution du 10 août 92, a comme moyen de s'exprimer la Société des Amis de la Constitution, donc là où il peut quand même encore parler, quand il y arrive, mais il y arrive de plus en plus, il est de plus en plus écouté, mais il n'est pas persona grata. Hein. Deuxièmement, dans son propre journal, le Défenseur de la Constitution, qu'il a commencé à publier pour cette occasion-là, de préparer cette révolution du 10 août 92, et troisièmement, dans son assemblée primaire communale de Paris, hein, dans une assemblée de section. Il est là dans son assemblée de section. Et c'est très important de comprendre cela, parce que le peuple parisien entend parler de Robespierre par la section. Hein, le journal de Robespierre va être lu dans les cafés populaires, etc. Mais c'est parce qu'il est véritablement actif. Alors c'est comme ça que les choses vont se faire. Et Robespierre dit quoi? Qu'est-ce qu'il propose? Il propose que les sans-culottes de Paris accueillent les fédérés qui vont arriver au 14 juillet, qu'il les accueille et qu'il leur explique la situation. Qu'est-ce qu'on va faire? Que l'on prépare une insurrection armée pour arrêter le roi, puisque l'Assemblée ne le fait pas, et pour exiger de l'Assemblée législative qu'elle convoque une nouvelle Assemblée constituante, qui va porter le nom de convention. Le nom de convention est très intéressant, c'est un mot qui vient des institutions anglaises, des révolutions anglaises du XVIIe siècle, et qui veut dire que c'est une assemblée représentative du peuple qui est convoquée par le peuple lui-même, alors que c'est très compliqué de se convoquer, il faut être dans des circonstances particulières. Et ça, nous avons un exemple, une circonstance tout à fait favorable pour qu'une véritable convention qui soit convoquée par le peuple lui-même puisse prendre corps. Hein. C'est tout à fait intéressant. Alors c'est Robespierre qui a sorti les mots d'ordre les plus importants. Et donc ça, c'était à l'été 92. Nous sommes en juillet 1792. Hein, voilà. Et le 10 août s'approche. La révolution du 10 août, je vais dire quelques mots maintenant sur la révolution du 10 août, parce qu'elle est quand même remarquable pour le rôle, pour le sujet que nous traitons, c'est-à-dire le rôle du mouvement populaire. C'est le mouvement populaire qui a organisé toute cette révolution. C'est lui qui l'a fait. C'est-à-dire les sections de Paris avec les fédérés, en alliance avec les fédérés, avec en arrière-fond les soldats qui écrivent, etc. Hein. C'est comme ça qu'il faut. Et puis la jacquerie du printemps 92 qui anime le reste du pays. Vous voyez,
la situation dans laquelle on se trouve. Et les assemblées sectionnaires ne cessent de se réunir, elles se sont déclarées permanentes. Elles ont élu le nouveau commandant de la garde nationale de Paris, c'est Santerre. Santerre, c'est un homme très sympathique qui est brasseur au Faubourg Saint-Antoine. Le Faubourg Saint-Antoine et le Faubourg Saint-Marcel, ce sont les deux faubourgs populaires de Paris, avec les artisans, les commerçants, les ouvriers, etc. Et voilà, bien. Et c'est eux qui sont les véritables bastions de la révolution parisienne. Hein. Pas seulement, mais c'est vraiment les bastions. Bien, alors on commence le 10 août. Dans la nuit du 10 août, on sonne le tocsin à Paris. Les gardes nationales se forment. Et il y a eu, juste la veille, la formation d'une commune insurrectionnelle qui doit organiser donc l'insurrection. L'insurrection, c'est d'aller au château des Tuileries, arrêter le roi et ensuite de dicter les choses à l'Assemblée législative de façon à ce qu'elle exécute les décisions qui ont été prises par la Révolution du 10 août 82. Alors, les choses s'organisent. Alors, cette commune insurrectionnelle est formée de qui? Eh bien, des commis de confiance que les assemblées primaires communales de Paris ont décidé d'envoyer pour organiser juste l'insurrection. Et cette commune insurrectionnelle double la commune légale. On n'a pas chassé la commune légale, on la laisse en place. On la met dans un placard, on lui dit gentiment, tu ne bouges plus, c'est fini, terminé, c'est nous qui agissons. Très bien. Voilà. Et ça, je trouve ça tout à fait intéressant. Alors, le 10 août au matin, les gardes nationales rentrent dans le château des Tuileries et commencent à quoi faire. Le roi avait la possibilité d'avoir... il était payé sur ce qu'on appelle la liste civile, c'est-à-dire il avait de l'argent du gouvernement qui lui permettait de créer sa propre armée. Et le roi a donc bien fait son travail, il s'est formé sa propre armée, hein, sa propre garde royale, formée de quoi? Formée de qui? Des Suisses, de bataillons de Suisses dont il a l'habitude et qui sont ses fidèles, d'une troupe de nobles qui sont venus le soutenir au château des Tuileries, et troisièmement, des gardes nationales des sections royalistes de Paris. Voilà, vous avez trois éléments là-dedans. Alors, les insurgés rentrent dans le château des Tuileries et ils vont essayer d'abord, non pas la violence, hein, ils vont essayer la fraternisation. Et c'est très intéressant de le rappeler cela. Alors, ils commencent à fraterniser avec qui? Eh bien, avec les gardes des sections royalistes. Et ils arrivent à leur faire comprendre qu'ils sont dans l'erreur et qu'il ferait mieux de choisir une autre politique plutôt que d'aller se faire peut-être massacrer, etc., etc. Ils y arrivent. Et à ce moment-là, les gardes des sections royalistes donnent leurs armes, toutes leurs armes et leurs canons, parce qu'ils ont des canons qui sont méchants quand même, et ils rallient les insurgés. Et ensuite, les insurgés commencent à fraterniser avec les Suisses, les bataillons suisses. Et ils commençaient à y arriver, lorsque tout d'un coup, une fusillade sort du château et commence à balayer la cour des Tuileries. Et à ce moment-là, c'est vraiment une fusillade terrible qui commence à faire des tas de morts et qui arrête ce processus de fraternisation. Et à ce moment-là, bon, ça veut dire qu'il faut se battre. Alors la garde nationale de Paris, la garde sectionnaire de Paris, elle y va et elle va se battre. Et elle va se battre parce qu'elle a essayé tout ce qu'elle pouvait pour empêcher la bataille, elle n'y est pas parvenue, mais maintenant il faut bien qu'elle se défende, et elle le fait. On va tout de suite écouter le troisième petit extrait d'une petite dizaine de minutes et on se retrouvera tout de suite après en studio. Alors donc Florence Gauthier, nous en sommes à la révolution du 10 août. Vous nous avez expliqué comment cette tentative de fraternisation a failli marcher mais a finalement échoué. Et donc là, on se bat et ça va aboutir à la victoire du peuple et la mise en place d'une convention. Non, pas tout de suite. Enfin, la victoire acquise, on sort de la cour des Tuileries là. Hein. Oui. Alors là, on est au 10 août 92. Voilà, on est dans la journée du 10 août. Hein, voilà. Alors une fois la victoire acquise,
des délégués de la commune insurrectionnelle vont à l'Assemblée législative, qui se tenait coite dans son coin, mais tout près des Tuileries, hein, à cette époque. Et pour dicter ce qu'elle devait faire à présent, puisqu'elle a compris qu'elle avait été battue, naturellement. Voilà. Elle ne peut plus avoir les moyens de résister. Voilà. Donc c'était ça aussi l'objectif de la Révolution. Il est atteint. Et c'est un délégué de cette commune insurrectionnelle qui est envoyé là-bas, et pour dire, tout simplement, on a été vainqueur, deuxièmement, on arrête le roi et on va l'emprisonner au Temple. Le Temple, c'était place de la République à peu près, c'était le Temple des Templiers, la grande seigneurie des Templiers en plein Paris, enfin en plein Paris non, à l'extérieur de Paris à l'époque, et qui a été désaffecté et qui a été utilisé donc comme prison pour le roi. Et puis ensuite, on oblige l'Assemblée législative à s'occuper de la convocation matérielle de la Convention, de préparer les élections, etc. Parce que les choses se font très très rapidement à cette époque-là. Nous, quand on décide de faire des élections, c'est beaucoup plus long. Mais là, c'est très rapide, vous voyez, le 10 août se fait et on va commencer les élections dès le début du mois de septembre. Hein, c'est tout à fait intéressant. Et ensuite, l'élection de la Convention au suffrage universel et à partir des assemblées primaires communales, bien sûr, et à un seul tour d'élection, hein, avec un vote direct. Bon, c'est-à-dire qu'il supprimait les deux niveaux d'élection qu'il y avait depuis les États généraux, là. Bon. Alors voilà, l'Assemblée législative se trouve dans cette situation-là. Donc elle est élue 21 septembre 1792. Non, attendez. Et à ce moment-là, il y a une commune révolutionnaire qui va être formée. Et cette commune révolutionnaire, toujours de la même manière, par les délégués commis de confiance des sections de Paris, qui va mettre fin à la commune insurrectionnelle qui a terminé son travail, hein, organiser l'insurrection. Enfin, elle reste encore en place parce qu'il faut voir un peu comment les choses se passent. Et la commune révolutionnaire, elle doit préparer, surveiller ce que l'Assemblée législative va faire. Alors, elle est formée de la même chose, et Robespierre est un des élus de cette commune révolutionnaire qui est formée le 10 août 1792. Voilà. Alors, quels sont les résultats de la chose? Donc, la Convention va être élue avec ce suffrage nouveau, hein, c'est-à-dire normal pour le mouvement populaire, pas non plus le perdre de vue, ça c'est intéressant, et elle va se réunir. Elle va commencer à se réunir le 21 septembre 1792 et sa première réunion est véritablement le 22 septembre. C'est ce jour-là qu'elle déclare la République démocratique. Et malheureusement, pour la suite, le parti girondin va être... Alors, les partis girondins, c'est l'ancien parti des Brissotins, qui est devenu maintenant partie de la Gironde, on va l'appeler comme cela dans toute cette période, et qui va donner son nom à la première phase de la Convention girondine. Alors cette Convention girondine, elle va se former autour de ce petit noyau de députés de la Gironde, qui n'est que très minoritaire, mais qui va obtenir, parce qu'il y a une grande peur en France, hein, il y a une grande peur au niveau des résultats des élections elles-mêmes, qui fait que c'est la Gironde qui va, sur ses propositions, rallier la majorité. Alors, je dis un mot sur le fonctionnement des partis politiques à cette époque. D'abord, il faut savoir que le groupe des Brissotins a quitté la Société des Amis de la Constitution, le club des Jacobins. C'est elle qui l'a quitté, parce qu'elle n'est plus d'accord avec ce qui se passe, et voilà. Et elle va former son propre parti de la Gironde. Et la société des Jacobins va changer de nom. Comme vous voyez, difficile d'appeler tout cela Jacobin parce qu'ils changent sans arrêt de contenu, de politique, etc. Donc difficile d'avoir une vision, unique du club des Jacobins. Pas du tout. Alors ici, la Société des Amis de la Constitution va changer de nom pour commencer. Et elle va s'appeler la Société des Amis de la Liberté et de l'Égalité. Et ensuite, elle va s'appeler aussi la Montagne. Alors la Montagne, je voudrais dire quelques mots sur la Montagne. Alors la Montagne, c'est assez intéressant. Oui. La Montagne n'est pas un parti politique au sens où nous l'entendons, pas du tout. C'est simplement un lieu
un lieu qui n'a pas de lieu. C'est partout, tous les lieux où les défenseurs de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen se battent pour défendre ces principes, hein, et les applications concrètes de ces principes. C'est-à-dire que c'est une conception qui n'a absolument rien de matériel. Ça n'est pas matérialisé par un lieu, par une société, pas du tout. C'est simplement partout, c'est une conscience des gens, de la société, partout où les gens défendent les droits de l'homme. C'est-à-dire qu'on est sorti de l'Assemblée des députés. On est dans toute la société, et partout dans le monde d'ailleurs, hein, aussi. Et c'est une notion importante, intéressante. Chaumette, qui était membre de la Commune de Paris, disait que la montagne, il la comparait au Sinaï des Français. Le Sinaï français, c'est lorsque Moïse a reçu l'étape de la loi de Yahvé. Hein. Mais un Sinaï des Français, sans religion bien sûr, que juste un produit de la raison humaine. Et la montagne, c'est la montagne aussi à cause de ce Sinaï des Français. Hein. Bon, ça c'est sûr. Mais c'est aussi la notion de l'effort. Il faut faire un effort pour monter sur la montagne. Et vous aviez une représentation de la montagne à Paris en 92-93 qui était fabriquée par David et son atelier. Et vous aviez une montagne avec tout un circuit qui montait, etc. Et au sommet, vous aviez Hercule, une statue d'Hercule qui représentait la souveraineté populaire. Et puis toutes les étapes et tous les travaux d'Hercule qui étaient difficiles, et on exprimait la chose de cette façon-là pour dire quoi? Qu'il était difficile de construire la République, que c'est pas une chose aisée, facile, etc., et qu'il faut faire des efforts. Bon, voilà, c'est cette notion-là. Et vous aviez cette montagne, c'est le Champ de Mars, et toutes les fêtes convergeaient vers cette fête. Il y a beaucoup de représentations de cette montagne. Mais je le précise, ce n'est pas un lieu politique particulier. C'est partout où les gens défendent les droits. Donc et on va l'appeler la montagne. On va appeler la société des Jacobins, la nouvelle, on va l'appeler finalement la montagne parce qu'elle va de plus en plus défendre les principes de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Voilà. Donc c'est un principe, à l'époque on n'a pas encore, cette convention elle n'est pas encore structurée en parties, ça commence à se mettre en place. Mais bien sûr il y a des partis depuis le début de la Révolution, mais ces partis n'occupent pas la place, je crois que c'est important de le souligner, n'occupent pas la place de la souveraineté populaire. La souveraineté populaire, elle est dans les assemblées primaires communales. Hein. Le peuple est là et il prend des décisions. On l'a vu avec la révolution du 10 août. Le peuple de Paris, avec les fédérés, ont pris des décisions qui ont des conséquences majeures. Hein. Donc ça, c'est important de le comprendre. Et les partis politiques à cette époque-là, les partis démocratiques, j'entends, hein, ne prennent pas la place de la souveraineté populaire, à la différence des nôtres aujourd'hui, hein, où ils empêchent l'expression de la souveraineté populaire. Tout à fait différent comme fonctionnement. Donc il n'y avait pas cette confiscation qu'on peut connaître aujourd'hui. Tout à fait. Et en plus, je voudrais encore ajouter une petite chose parce qu'elle me paraît intéressante sur le fonctionnement de la politique. C'est que les différents partis, par exemple, si vous prenez les Jacobins, la Société des Amis de la Liberté et de l'Égalité, ils sont minoritaires. Ils forment une minorité dans l'Assemblée. Les Girondins, c'est pareil, ils forment une minorité. Mais c'est par leurs propositions et les débats dans l'Assemblée législative qu'ils arrivent à obtenir des majorités, hein, l'un et l'autre. Alors au début de la Convention, ça va être la politique girondine qui va dominer, qui va l'emporter. Mais comme elle va commettre un désastre militaire, encore une fois, elle va être dans une situation où elle va perdre le pouvoir. Voilà, et donc, en fait, ces revendications populaires ne vont pas tellement être écoutées, ne vont pas aboutir, et donc un nouveau rebondissement qui fera l'objet de notre prochaine émission, c'est une nouvelle révolution qui sera nécessaire en mai-juin 93. Voilà, donc ça sera l'objet de notre prochaine émission. Merci.
prochain numéro. Voilà. Merci donc Florence Gauthier et merci à vous Louis Sézy. On se retrouve en studio, donc c'était l'enregistrement de notre émission avec Florence Gauthier et Louis Sézy, donc sur le pouvoir du peuple, la fondation de la République démocratique et sociale autour de la révolution du 10 août 1792. Et c'était le deuxième épisode de notre feuilleton. Il y aura la suite le mois prochain, dans les semaines prochaines, notamment avec la révolution de mai-juin 1793 qui fonde la République démocratique et sociale. Voilà, on les retrouvera le mois prochain dans Voix contre Oreille sur Aligre FM.